Bonjour à tous, c'est fait, Better Call Saul a diffusé son tout dernier épisode mardi 16 août. 7 ans de Better Call Saul, 14 ans de cet univers qui se termine ici. Ce final était pour moi réussi et je vais vous expliquer mon ressenti dans cette dernière vidéo review. Si vous êtes fan de l'univers Breaking Bad, installez-vous confortablement, c'est parti. Better Call Saul a toujours été très différent de Breaking Bad. Les deux séries ont traité la même thématique sous un angle différent, la question du choix est centrale dans cet univers. C'est ce que disait Peter Gould dans une interview, il avait déclaré que tous ces personnages ont toujours eu la possibilité de choisir entre une bonne et une mauvaise décision. Cette question du choix, c'est le nerf, c'est le cœur de cet univers. Ces choix ont poussé certains personnages à devenir la pire version d'eux-mêmes. Certains ont été détruits, comme Skyler ou encore Kim, d'autres se sont laissés glisser sur une pente dangereuse, entraînant avec eux leur entourage dans une véritable descente aux enfers. Dans le dernier épisode de Breaking Bad, Walter tente tant bien que mal de réparer ses erreurs après avoir entraîné sa famille dans sa chute. Puis il sauve Jesse au péril de sa propre vie. Dans le dernier épisode de Better Call Saul, Saul Goodman fait lui aussi le choix de la rédemption. D'une certaine manière, il fait le même choix que Walter White, mais Saul est celui qui va prendre ses responsabilités et ne plus fuir face aux conséquences de ses actes. Si les deux fins sont différentes, impossible de nier qu'il y a quelques ressemblances. Il aura fallu beaucoup de temps pour que Saul se décide à faire face, et quand enfin il le fait, c'est déchirant, c'est beau, courageux, et il prouve qu'il est encore le patron lors des négociations, que c'est lui qui mène la danse, et que c'est lui qui décide de son propre sort, même menotté et entouré par le FBI et la police. Nous allons nous attarder, ensemble, sur pas mal de scènes de ce dernier épisode pour décortiquer au mieux ce grand final écrit et réalisé par Peter Gould, lui qui a dirigé Better Call Saul d'une main de maître depuis 2017. Remerciez-le car je n'ai cessé de le répéter sur Twitter ou en vidéo, cet homme ne mérite pas d'être dans l'ombre de Vince Gilligan, selon moi il est son égal. Merci à lui pour tout son travail, merci à lui pour ce qu'il a fait de Better Call Saul. Premièrement, j'ai beaucoup aimé l'idée du voyage dans le temps. Jimmy en parle à 2 reprises. La première fois lors de la scène d'ouverture lorsqu'il est avec Mike dans le désert, scène qui nous ramène à la saison 5 et au très apprécié épisode Bagman. Le voyage dans le temps est évoqué par Saul une seconde fois lors du passage avec Walter, qui lui nous ramène à une autre saison 5, celle de Breaking Bad, au moment où Walter et Saul sont cachés par Ed Galbraith en attendant d'être exfiltrés. La troisième ou dernière fois où cette idée est évoquée, c'est dans le flashback avec Chuck. Ces 3 scènes durant lesquelles le voyage dans le temps est évoqué sont intéressantes et bien pensées car elles permettent à Saul de voyager, de se remémorer certains souvenirs et par extension, elles nous permettent à nous, spectateurs, aussi de voyager dans le temps en revisitant ces passages de la vie passée de Jimmy. Saul voyage dans ses souvenirs et nous aussi. Les 2 premiers flashbacks sont faits pour nous rappeler que Saul a toujours été un escroc et qu'il a toujours été guidé par la seule envie de faire de l'argent. Jimmy explique que s'il en avait la possibilité, il retournerait dans le passé pour investir et devenir milliardaire. Mais il dit ça après avoir suggéré à Mike de fuir avec l'argent de la caution qui doit servir à libérer Lalo Salamanca. Mike semble étonné que Jimmy ne souhaite rien changer dans sa vie et lui demande « C'est tout ? Juste de l'argent ?» Ce à quoi Saul répond « Quoi d'autre ?» Cette envie de devenir riche, on la ressent bien évidemment dans Breaking Bad, mais aussi dans le premier épisode de Better Call Saul. Jimmy, avant même de devenir Saul, a toujours été guidé par l'envie de devenir immensément riche. La scène avec le retour de Walter dans laquelle Saul évoque une seconde fois le voyage dans le temps, nous raconte qu'il a toujours été prêt à monter des magouilles pour se faire de l'argent, qu'il a rarement été capable de mettre les mains dans le cambouis pour avancer, préférant monter des arnaques. Il a donc toujours utilisé son temps à monter des plans pour arnaquer des gens dans le seul et unique but de s'enrichir. Quand Saul demande à Walter ce qu'il ferait s'il pouvait voyager dans le temps, Walter le recadre en lui expliquant que ce qu'il souhaite, c'est parler de regrets. Le plan sur la montre que Jesse a offert à Walter pour son anniversaire nous fait comprendre qu'à ce moment précis, le regret de Walter concerne Jesse
mais il n'a pas la force d'en parler. Saul, de son côté, raconte une de ses arnaques qui lui a servi à payer ses études de barman. Il a simulé une chute quand il avait 22 ans, et c'est d'ailleurs à cause de cette chute qu'il se fait mal au genou et qu'il gardera des séquelles de cette blessure. Blessure qui est évoquée dans la scène du désert dans l'épisode 8 de la saison 2 de Breaking Bad, et dans d'autres épisodes, puisque Jimmy y fait souvent allusion. Pour rappel, dans l'épisode 2 de la saison 1 de Better Call Saul, les deux jeunes arnaqueurs que Jimmy rencontre auront eux aussi des problèmes avec leurs jambes, puisque Tuco se chargera de les briser. A priori, les arnaques de Saul ont pour conséquence de briser des rotules. Au-delà des scènes du passé revisitées dans cet épisode, le voyage dans le temps nous permet d'aller chercher d'autres scènes qui, elles, ne sont pas présentes, mais que nous pouvons déterrer. Et enfin, nous en arrivons à la scène avec Chuck. Elle nous prouve, une fois de plus, que cette relation fraternelle était compliquée, que les deux frères ne se comprennent pas, mais que Chuck a toujours vu clair en Jimmy. Chuck a toujours été conscient que si son petit frère empruntait une mauvaise route, il pourrait alors mal tourner. Il dira à Jimmy que s'il a le sentiment de faire fausse route, il peut toujours revenir en arrière pour emprunter un nouveau chemin. La scène se termine avec un plan sur le roman de H.G. Wells, The Time Machine. L'épisode revisite donc le voyage dans le temps de différentes manières, lors des scènes dans lesquelles Jimmy évoque cette idée de retourner dans le passé, mais aussi parce que l'épisode nous sert de machine à remonter le temps afin de revisiter certains moments de la vie de Saul. On voyage dans les anciens épisodes de Better Call Saul et de Breaking Bad. J'ai trouvé que ce concept était très bien utilisé dans cet ultime épisode, j'ai trouvé ça brillant car cela permet à Saul de voyager dans ses souvenirs, de faire une introspection, de remonter dans le temps pour redevenir Jimmy, mais il nous permet aussi à nous de voyager. Regrets, nostalgie, preuve que ce bon Jimmy a toujours arpenté un chemin qui le mènerait à devenir Saul Goodman, toutes les scènes sont utiles et ne servent pas à introduire des caméos inutiles ou à faire du simple fan service. C'est parfaitement réfléchi et ça sert le propos de cet épisode. C'est selon moi une écriture brillante de Peter Gould qu'il faut une fois de plus remercier. Après la scène d'ouverture avec Mike, l'épisode ne perd pas de temps. On reprend directement au moment où s'était arrêté l'épisode 12, à savoir à l'instant où Gene s'enfuit de chez Marion pour quitter Omaha. Ici, je vais faire une comparaison avec la fuite de Walter lorsqu'il quitte sa maison après s'être battu avec Skyler. Pour Walt, tout s'enchaîne plutôt bien et il réussit à retrouver Ed Galbraith. Saul réussira à fuir une première fois au moment de quitter Albuquerque dans la saison 5 de Breaking Bad, mais dans cet ultime épisode, tout est fait pour nous faire comprendre que cette fois-ci, Saul perd complètement le contrôle de la situation, que tout lui échappe et qu'à part se faire attraper, il n'y a aucune issue pour lui. La fatalité frappe à sa porte. Il a commis beaucoup trop d'erreurs à Omaha, il a éveillé les soupçons de Marion qu'il a finalement démasqués, il commettra d'autres erreurs dans cet épisode, nous allons y revenir. Dès que Gene quitte sa maison, on comprend que sa fuite est impossible. La police est déjà sur les lieux, une fois qu'il est sorti de sa maison, il découvre que les autorités ont déployé de gros moyens pour l'arrêter lorsqu'il aperçoit un hélicoptère. Il semble d'ailleurs fuir sans avoir de réelle destination en tête. C'est une fuite sous la panique et la seule issue à laquelle il pense est celle que pourrait lui proposer Ed Galbraith. Lorsque les sorties de la ruelle par laquelle il tente de se frayer un chemin vers la liberté sont bouchées, dans une ultime tentative désespérée, il se cache dans une benne à ordures. Il faut ici saluer le foreshadowing puisque nous avons déjà vu Saul dans une benne à ordures. C'était lors de la scène qui ouvrait la saison 6, un déménageur plaçait le panneau de Saul dans une poubelle. Saul se cache donc dans cette benne et au lieu d'attendre que les autorités ne quittent les lieux, il décide d'appeler Ed Galbraith. J'ai lu que certains ne comprenaient pas pourquoi il agissait ainsi. C'est tout simplement parce qu'il panique et que parfois, sous la panique ou la peur, un être humain agit de manière irrationnelle. C'est donc le cas avec Saul qui va faire tomber ses diamants en essayant d'ouvrir l'emballage de son téléphone alors qu'il aurait pu l'ouvrir chez lui, rapidement avec une paire de ciseaux ou un couteau. Il fait donc trop de bruit, ce qui alertera les agents de police. La scène se clôture avec Saul qui est tenu en joue. C'était inéluctable, comme l'aurait dit l'agent Smith. Le sentiment que tout s'effondre est un sentiment récurrent dans cet univers. C'est normal puisque nous suivons des personnages qui prennent des mauvaises décisions et qui se retrouvent forcément dépassés par les événements. Cet ultime épisode de Better Call Saul n'échappe donc pas à la règle, et ce sentiment que tout s'effondre est au cœur de cette tentative de fuite désespérée.
À chaque fois que Jean semble trouver une issue, il est en réalité cerné. Impossibilité d'utiliser son véhicule car il apprend par sa fameuse radio que la police connaît le modèle et la marque de sa voiture, la police se trouve constamment sur sa route, etc. Bref, à chaque fois qu'on nous montre une issue pour Saul, on nous montre immédiatement qu'elle n'est pas viable. Pour moi, cette tentative de quitter Omaha et la capture de Saul fonctionne très bien, on sent qu'il n'y a aucune échappatoire. On sent que quoi qu'il fasse, il se fera attraper, il ne fait que retarder son arrestation. Comme le disait Peter Gould et comme je le disais plus tôt dans la vidéo, ces personnages ont toujours la possibilité de faire un bon ou un mauvais choix. Jean a choisi le mauvais en décidant de monter une ultime arnaque contre Jeff et Marion, par péché d'orgueil, par prétention, pensant qu'il contrôlait la situation jusqu'à ce qu'il fasse des erreurs et que la situation dérape. Il aurait pu quitter Omaha après que Jeff l'ait interpellé lors de sa pause déjeuner au centre commercial. Il ne l'a pas fait, ça a causé sa perte. Lors de cette saison 6, nous avons eu droit au retour de personnages bien connus des fans. Les plus attendus étaient bien évidemment Walter et Jesse. Les membres du casting ainsi que Peter Gould avaient déclaré qu'ils avaient trouvé, selon eux, le meilleur moyen d'intégrer ces personnages dans Better Call Saul. Je sais que certains sont déçus, car ils ont été spoilés, ou tout simplement déçus car ils n'ont pas aimé la manière dont ils apparaissent. Pour ma part, je n'ai vraiment rien à redire. Je pense que leur retour est réussi car ils servent parfaitement l'histoire de Better Call Saul, et effectivement, comme annoncé par Peter Gould, ils apportent un regard différent sur certains événements de Breaking Bad. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit concernant le retour de Walt et Jesse dans l'épisode 11 ou la rencontre entre Jesse et Kim dans l'épisode 12. Je vous invite à regarder mes vidéos sur ces épisodes. Je vais plutôt m'attarder sur le caméo que j'ai préféré et ça risque d'en étonner beaucoup, et ce caméo c'est celui de Mary Schrader. Pourquoi ? Alors, chaque personnage de cet univers est utile. À mon sens, aucun personnage n'est à jeter à la poubelle. Il y a des personnages que j'aime moins que d'autres évidemment, voire que je n'aime pas du tout, mais ce n'est pas parce que je n'aime pas tel ou tel personnage que je vais le trouver inutile. Chaque personnage de l'univers Breaking Bad est utile au récit, à des degrés plus ou moins importants ou différents selon le personnage, bien évidemment, mais tous sont utiles et ont une fonction qui est toujours respectée. Mary Schrader n'est pas du tout le personnage préféré des fans, mais je vous avoue que je l'aime beaucoup. Comme les autres protagonistes, elle est bien écrite et elle n'est pas interchangeable. Elle a sa propre personnalité qui est respectée durant les 5 saisons de Breaking Bad et elle remplit parfaitement sa fonction qui est d'être plutôt drôle et particulièrement chiante puisqu'elle passe son temps à se mêler de ce qui ne la regarde pas. J'ai pu lire ou entendre que son retour n'était pas nécessaire ou que certains ne voyaient pas l'intérêt de la faire revenir. Pourtant, si vous connaissez bien Mary, si vous connaissez bien Breaking Bad, sa présence est totalement justifiée et elle est même logique. Le personnage est respecté dans l'ultime épisode de Better Call Saul et son apparition est utile, je vais vous expliquer pourquoi. Mary est un personnage jusqu'au boutiste. Elle ne lâche jamais rien. Selon moi, elle aurait forcément voulu se retrouver face à un des protagonistes de l'affaire Heisenberg, qu'il soit impliqué de près ou de loin dans le meurtre de son mari Hank et par extension, directement ou indirectement impliqué dans la destruction de sa famille. Souvenez-vous de la hargne de Mary lorsqu'elle apprend que Walter est Heisenberg. Elle soutient d'ailleurs son mari dans sa volonté de coincer Walter et elle est même plutôt envahissante à ce sujet. D'ailleurs, Hank ne manquera pas de lui faire savoir. 2 scènes entre Mary et Skyler dans la saison 5 de Breaking Bad m'intéressent beaucoup. La première, c'est lorsqu'elle se rend chez elle pour lui dire qu'elle est au courant que Walter est Heisenberg. Elle essaiera d'ailleurs de repartir avec Holly. La deuxième scène, c'est quand elle rend visite à Skyler sur son lieu de travail pour lui annoncer que Walter a été arrêté. Dans cette scène, Mary semble animée par une mission divine, elle ne lâche rien, et elle qui voulait coincer Walter autant que son mari, affiche un visage fier quand elle annonce à sa sœur que Walter s'est fait arrêter par Hank. Arrêter Walter était sa priorité, elle voulait qu'il tombe ainsi que tous ceux qui étaient en business avec lui. En considérant ce que je viens d'expliquer, ou plutôt de rappeler, la présence de Mary à Omaha pour faire face à Saul est logique. Qu'on aime ou pas ce personnage, sa présence est totalement justifiée. Elle n'a pas eu l'occasion de faire face à Walter ni à Jesse après la mort de Hank. Il ne reste que Saul, donc elle veut forcément faire face à cet homme qu'elle juge responsable du meurtre de son mari.
De plus, sa présence sert parfaitement le récit puisque c'est en s'appuyant sur l'histoire de Mary que Saul va échafauder son dernier plan qui consiste à se faire passer pour une victime. Vous me direz, les scénaristes auraient pu faire sans elle. Et effectivement, Saul n'avait peut-être pas forcément besoin de Mary afin de se faire passer pour une victime et mettre son plan en place. Mais, avec Mary dans la salle, le plan de Saul a une autre résonance. À ce moment, on s'est dit que cet homme a encore le culot de se faire passer pour une victime et de se mettre au même niveau que Mary qui a vécu un véritable drame. Vraiment, le retour de Mary m'a convaincu et c'est même le retour que j'ai préféré. Ce qui ne veut pas dire que je n'apprécie pas le retour de Walter et Jesse, mais celui de Mary m'a beaucoup plu. Je ne l'attendais pas, même si par le passé Peter Gould avait déjà déclaré qu'il voulait revoir Mary Schrader. Pour moi, c'est bien joué et ça nous permet de ressentir l'impact de l'affaire Heisenberg, chose qui était un peu, voire peut-être trop passée sous le tapis. L'autre retour réussi est bien évidemment celui de Chuck, qui sert parfaitement le récit en nous rappelant que même si sa relation avec Jimmy était plutôt conflictuelle, il jouait tout de même son rôle de grand frère en lui donnant parfois de bons conseils. Chuck était un personnage très particulier et je vous avoue que je ne l'aime pas du tout. Mais son retour est excellent. Il est utile pour servir le concept de voyage dans le temps qui est introduit dans la scène d'ouverture de cet ultime épisode. J'ai eu une longue discussion avec une personne sur Twitter qui trouvait dommage et qui trouvait même que c'était une faute de ne pas avoir fait apparaître Skyler. On aurait pu la voir à un moment donné, mais ça n'aurait pas été forcément utile. On sait ce qui arrive à Skyler et elle veut laisser cette histoire derrière elle. Elle est détruite par les actes de Walter, sa famille n'est plus qu'un champ de ruines. Elle a accepté de coopérer avec les autorités pour éviter une peine de prison. Selon moi, il n'y avait pas de réelle raison de la faire revenir. La dernière chose que voudrait Skyler, c'est qu'on la replonge dans cette histoire cauchemardesque. Pour conclure ce chapitre 3, je dirais que chaque retour a servi à mettre Saul face à ses responsabilités. Que ce soit dans la scène avec Mike, celle avec Walter ou encore celle avec Mary et enfin celle avec Chuck. Les retours de ces personnages ont tous servi le récit, la thématique et le concept introduit au début qui est le voyage dans le temps. Enfermé dans une cellule, Saul n'en revient pas de s'être fait attraper de cette manière. Il sait pertinemment que c'est de sa faute. Après avoir lu un message gravé par un ancien détenu, il éclate de rire et demande un dernier coup de téléphone. C'est à ce moment qu'il échafaude alors un plan pour partir sur un dernier coup de génie. Comme il le dira à Bill Oakley, ça se terminera avec moi au top, comme d'habitude. Cette phrase a une triple signification. Premièrement, parce qu'on comprendra que Saul était en réalité plus ou moins le cerveau de l'affaire Heisenberg, il est donc au top, au sommet de la pyramide. Deuxièmement, parce qu'il domine clairement les négociations. Alors que l'avocat lui annonçait qu'il prendrait perpétuité plus 190 ans, Saul refait surface et arrive à réduire sa peine à seulement 7 ans. Il est donc au top, car même au pied du mur, c'est lui qui dirige les négociations. Et troisièmement, parce qu'il finit par tout prendre sur lui en révélant absolument toute la vérité, laissant Saul partir pour laisser place au retour de Jimmy McGill. Il est donc également au top, car il devient la meilleure version de lui-même. Lors des négociations, les visages désabusés du camp d'en face font clairement comprendre que Saul domine tout le monde. Réussir à réduire sa peine de la perpétuité plus 190 ans à seulement 7 années d'emprisonnement, c'est tout simplement du génie. Même si Saul se fait avoir en pensant qu'il avait encore un tour dans son sac avec l'affaire Howard, lorsqu'il arrive au procès, l'accord conclu lors des négociations tient toujours. Donc on demande encore une peine de 7 ans. Le juge expliquera d'ailleurs qu'elle n'a jamais vu ça en 22 ans de carrière, ce qui accentue le fait que Saul a clairement dominé tout le monde, il aurait pu gagner, Saul est clairement au top. Saul se sert de Bill Oakley qu'il n'a jamais vraiment apprécié et il réussit à faire venir Kim en faisant croire qu'il témoignera contre elle. Kim se rend donc à Albuquerque pour le procès et son premier regard qu'elle lance à Saul laisse penser qu'elle est furieuse. C'est d'ailleurs ce que dira Rhea Seehorn lors d'une interview pour le site AMC. Après avoir dit toute la vérité sur son parcours, sur sa rencontre avec Walter et Jesse, Saul demande à ce qu'on l'appelle James McGill et plus Saul Goodman. Prouvant à tout le monde, mais surtout à Kim, qu'il prend ses responsabilités, qu'il n'est plus l'ordure qu'il a été. Un dernier coup de maître et une dernière preuve d'amour. D'ailleurs, le dernier regard que Kim jette à Jimmy en dit long, l'amour est de retour dans son regard.
Saul est mort, vive Jimmy McGill. L'épisode ne pouvait pas se terminer sans une dernière scène de véritable retrouvailles entre Kim et Jimmy. Peter Gould a une fois de plus respecté tout ce qui a été mis en place dans la série depuis ses débuts. On aurait pu tomber dans quelque chose de cucu ou dans des retrouvailles pleines de larmes, mais Peter Gould a toujours opté pour une approche beaucoup plus subtile. C'est le cas quand Kim rend visite à Jimmy en prison, et j'ai trouvé ça très bien fait. La manière dont le couple Jimmy-Kim a été traité tout au long de Better Call Saul est respectée. Ils crèvent certainement d'envie de se prendre dans les bras, certainement aussi de s'embrasser, mais cette relation a toujours été placée sous le signe de la pudeur. Même la romance est bien traitée dans Better Call Saul, et c'est là sa grande force, c'est de savoir bien traiter les différents genres auxquels elle s'attaque. Je ne suis pas du tout client des films ou des séries romantiques, mais dans le cas de la relation Jimmy-Kim, j'ai toujours marché et elle m'a toujours beaucoup touché. Comme quoi, tout dépend de la manière dont les choses sont racontées et mises en scène. Kim reconnaîtra que Jimmy est un véritable crack en disant qu'il a réussi à faire passer sa peine à seulement 7 ans avant d'avouer toute la vérité et qui le laissera près de 90 ans derrière les barreaux. Même moins puisqu'il terminera ses jours en prison. Ce moment fait écho à la dernière phrase qu'elle dit à Jesse « Quand je l'ai connu, il était bon ». Phrase à double sens puisqu'elle parle bien évidemment de qui était Jimmy avant d'être Saul Goodman, mais elle fait aussi référence à ses talents en tant qu'avocat. La scène est une sorte de remake de leur première scène dans le tout premier épisode de Better Call Saul lorsqu'ils fument une cigarette. Mais tout le monde aura noté la référence, je pense que ça ne sert à rien de m'y attarder, je dirais juste que la scène est belle, qu'elle fonctionne très bien chez moi. Au départ, cette scène devait être la dernière de l'épisode. Mais en écrivant le scénario, Peter Gould voulait terminer sur une note plus triste, plus déchirante. On comprend lors de la scène dont je viens de vous parler que Jimmy et Kim pourront se revoir, mais terminer l'épisode sur cette scène aurait donné le sentiment qu'ils sont de nouveau réunis, ce qui n'est pas le cas. Peter Gould a voulu expliquer avec l'intelligence de sa mise en scène qu'ils sont séparés et que cette fin n'est pas tout à fait heureuse. La fin doit être à la fois belle, mais elle doit aussi être déchirante. Gould a donc imaginé une dernière scène avec Kim quittant la prison, symbolisant le fait qu'elle est libre malgré l'épée de Damoclès qui flottait au-dessus de sa tête, et elle croise Jimmy qui est en promenade dans la cour de la prison. Il lui fait le même geste qu'elle avait exécuté lors du dernier épisode de la saison 5, à l'époque où l'envie de monter un plan contre Howard n'était pour elle qu'un simple jeu. On les voit d'abord face à face, comme s'ils étaient proches l'un de l'autre, puis un autre plan nous fait comprendre que même si Jimmy et Kim pourront se revoir, ils n'en restent pas moins séparés. Le plan est beau et l'intention dans la mise en scène est claire, l'image nous raconte quelque chose. Effectivement, cette dernière scène était nécessaire pour bien appuyer le fait qu'ils sont en réalité séparés. Ce n'est pas un véritable happy ending. On pourra dire que Kim s'en sort quand même très bien, puisque c'est elle qui a insisté pour mettre ce plan contre Howard en place, et qu'elle l'a même pensé et dirigé, refusant de l'abandonner au moment où c'était encore possible. Elle est aussi concernée par l'évolution de Jimmy en Saul Goodman, puisqu'elle a donné des conseils à Jimmy sur l'attitude que devrait avoir Saul, sur la voiture qu'il devrait conduire, et même sur l'apparence de son bureau. On était tous déchirés quand on a découvert ce qu'était devenu Kim lors de l'épisode 12, mais je crois qu'on a un petit peu vite oublié que même si Saul est coupable, Kim l'est tout autant, voire peut-être même un peu plus. Évidemment, à aucun moment elle n'a pensé que ce plan mènerait à la mort de Howard, mais ses décisions et ses actes ont eu des conséquences désastreuses. Elle va devoir vivre avec le fait d'être coupable le reste de sa vie, d'être responsable de la mort d'un homme et de voir celui qu'elle aime vraiment finir ses jours en prison. Vous l'aurez compris, cet ultime épisode m'a entièrement convaincu. Better Call Saul a réussi à proposer un dernier épisode à la hauteur de cette franchise. Selon l'avis général, Breaking Bad avait réussi son final. Better Call Saul a fait de même. Il y a évidemment des déçus, des avis plus nuancés, mais que voulez-vous, c'est le jeu. Pour ma part, cette saison 6 est un sans faute. Il apporte une conclusion à cet univers, même si oui, je sais, on pourrait encore raconter des histoires sur l'univers Breaking Bad, mais pour le moment, la tendance, c'est que c'est bel et bien terminé. Comme l'avait annoncé Bob Odenkirk ou Peter Gould, on voit effectivement certains événements de Breaking Bad d'un autre œil, sans que la série mère ne soit pour autant trahie. Pour ceux qui se demandent si Saul est réellement le cerveau de l'empire de la drogue de Heisenberg, c'est effectivement le cas, mais c'est Better Call Saul qui apporte cette vision
ou plutôt cette précision ou relecture, car à l'époque où on regardait Breaking Bad, les choses n'étaient pas aussi évidentes. Mais c'est bien Saul qui met Walter et Gustavo Fring en contact, c'est bien Saul qui introduit Walter à la bande de Jack Welker par l'intermédiaire de Todd et Ira lors de la saison 5 de Breaking Bad. Effectivement, sans les contacts de Saul, Walter n'aurait peut-être jamais atteint les sommets. Lors du procès, quand Saul dit que sans lui, Walter n'aurait pas tenu longtemps, il fait référence à l'épisode 11 de la saison 2 de Breaking Bad. Dans cet épisode, Saul reçoit Jesse et Walter dans son cabinet et il leur dit clairement qu'ils sont nuls pour écouler de la drogue et qu'il est étonné qu'ils aient tenu aussi longtemps. C'est à ce moment précis qu'il décide de les mettre en contact avec Gustavo Fring. Je vais revenir brièvement, mais vraiment très brièvement sur la totalité de cette saison 6, car je ne suis pas certain de proposer une vidéo récap de toute la saison, donc autant le faire tout de suite. Il y a quand même des avis très partagés sur cette saison, notamment à cause de son rythme qui pour moi n'est pas un défaut mais qui l'a été pour d'autres. Effectivement, la structure de cette saison 6 est vraiment particulière et elle a malheureusement été scindée en 2 parties à cause de certains retards liés au Covid ou encore à l'attaque cardiaque dont Bob Odenkirk a été victime lors du tournage de l'épisode 8. Ce n'est pas un défaut de la série, selon moi, c'est plus lié à la décision de AMC de la couper en 2, ou plutôt de la couper à un moment qui n'était peut-être pas le bon. La saison n'a jamais été écrite pour être coupée en 2. C'est un choix de la chaîne AMC. Le fait est que dans les séries, en général, l'action, les morts, la tension et la conclusion de l'arc narratif de certains personnages importants arrivent normalement lors des 2, voire 3 derniers épisodes d'une saison. Mais Better Call Saul a toujours été assez différente des autres. Elle a toujours pris son temps pour nous raconter les relations qui constituent le fil rouge de cette série. D'abord la relation entre Jimmy et Chuck, puis celle entre Jimmy et Kim. Lalo Salamanca ne pouvait donc pas mourir à la fin de Better Call Saul, car la série devait s'occuper du cas de Gene Takavich. Après la mort de Lalo Salamanca, le rythme a clairement baissé pour retourner aux origines de Better Call Saul, c'est-à-dire prendre son temps et mettre l'accent sur la relation entre Jimmy et Kim, mais aussi et surtout sur les erreurs de Jimmy en tant que Gene Takavich. Comme le disait Peter Gould, Saul ne porte pas d'armes, il n'est pas ce genre de personnage, donc il était évident que la fin ne serait pas explosive sur le plan de l'action, mais qu'elle serait explosive au niveau des émotions, que l'apothéose ne se ferait pas dans l'action, mais qu'elle viendrait des mots prononcés par Jimmy. Je comprends parfaitement les critiques qui disent que la série est devenue trop lente lors de sa seconde moitié, mais j'ai envie de dire qu'il ne pouvait pas en être autrement. Pour ma part, je pense qu'en termes d'émotion, on a eu notre dose. Je vous invite vraiment à repenser ou à regarder encore les épisodes, repenser à tout ce qui s'est passé lors de cette ultime saison. Les scénaristes nous ont fait passer par tous les états. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner chez tout le monde, chacun ressent les choses à sa manière, et nous sommes tous plus ou moins réceptifs à certaines émotions selon notre caractère, notre vécu, etc. Pour moi, cette saison 6 est la meilleure, ce qui n'enlève en rien à la qualité des autres saisons, qui plaçaient déjà la barre très haut. En tout cas, c'est mon ressenti. Pour moi, elle a coché toutes les cases, tout en restant assez imprévisible. Je suis ravi de la manière dont cet univers se termine, la série est restée cohérente jusqu'au bout, les personnages ont tous été respectés, et je pense que Breaking Bad, El Camino et Better Call Saul forment un tout parfaitement cohérent. Évidemment, il reste des questions après ce final, mais ces questions peuvent très bien rester sans réponse. Il faudra faire fonctionner votre imagination. On pourrait imaginer que Kim remonte un peu la pente et qu'elle décide de redevenir avocate et qu'elle rend visite à Jimmy quand elle le peut. De son côté, Jimmy jouit d'une certaine reconnaissance grâce à Saul Goodman et il pourrait très bien s'en sortir en prison. C'est d'ailleurs ce que nous montre la scène dans laquelle on le voit cuire des pains. Elle fait écho à sa routine lorsqu'il travaillait au Cinnabon à Omaha. J'ai quand même une belle théorie sur un possible spin-off dans plusieurs années, mais celle-ci je la garde pour moi. Bref, Vince Gilligan, Peter Gould, Thomas Schnoz, les acteurs, les scénaristes et les producteurs nous disent au revoir en laissant derrière eux une œuvre magistrale. C'est mon avis, je suis désolé si certains ont un avis différent, il faut de tout pour faire un monde, il faut des avis différents. Le mien, c'est que cette série se termine parfaitement bien. Impossible pour moi de terminer cette vidéo sans vous dire merci. Merci à vous qui vous êtes abonnés et qui avez regardé et commenté les vidéos. Merci à vous qui passez pour regarder le contenu, même si vous n'êtes pas abonné. Merci à tous pour vos encouragements, merci pour votre participation. Rien n'est terminé, j'ai encore beaucoup de vidéos sur cet univers qui sont en préparation. J'ai notamment prévu d'autres vidéos sur d'autres sujets, des vidéos sur Tarantino, sur Dexter, sur True Detective,
ainsi qu'une vidéo sur une série surprise qui me tient beaucoup à cœur. Et j'attends de pied ferme le nouveau projet de Vince Gilligan dont je vous parlais dans une récente vidéo. Comptez sur moi pour vous donner des nouvelles de cette nouvelle série. Je remercie également Mr Grimes et Tokoi qui ont eu la gentillesse de mettre mes vidéos en avant et de m'inviter pour leur live du mardi. Ça m'a beaucoup touché, sans eux la chaîne n'en serait pas là et j'en suis intimement convaincu. Merci à vous les gars si vous regardez cette vidéo. C'est donc la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette dernière review d'un épisode de Better Call Saul sur la chaîne, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'univers Breaking Bad ou autre. Encore merci à toutes et à tous, ciao!